Nos remerciements aux chefs de télévision qui ont pu être là, à Canal 2, Canal 24, Equinox Télévision. Et, c'est pas que j'ai oublié parce que 4, on est conviés. Et aussi aux organes de presse. Oui. Le vice-président Sim, Emmanuel. Merci. Voilà. Merci, bienvenue, Monsieur le Président, pour cette conférence de presse. Quatre chaînes de télévision, il y a juste un quotidien que je ne vois pas encore parce que c'était débité dans l'invitation. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et surtout bienvenue ici au siège du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Notre parti politique est, vous le savez très bien, leader aujourd'hui dans le leadership politique au Cameroun. Et vous le savez très bien, le Cameroun traverse une crise politique profonde. Et vous savez tous de la presse ce qui est arrivé notamment depuis le mois de janvier dernier. Cela dit, le directoire national du MRC, dont je vais vous présenter exceptionnellement quelques membres ici avant le début de la conférence, une fois n'est pas coutume, pour montrer l'existence de ce parti, quel que soit ce qui lui arrive, et ceux qui pensent que le parti a été décapité. Please, Barrister Christophe Ndong, I want to introduce you. Le secrétaire général du MRC, Barrister Christophe Ndong. Il est en même temps avocat au barreau du Cameroun. Le secrétaire général adjoint au directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'appelle Justin Roger Nour. Il est là parmi nous. Le secrétaire national en charge du développement du MRC, il s'appelle Pascal Zamoui. Il est parmi nous. Oui, le Cordeau, c'est le nom le plus connu chez nous. Monsieur le conseiller. Le conseiller du président, le professeur Djougui, il est parmi nous. Le secrétaire national en charge de la santé, le docteur Okor. Et bien entendu, nous avons dans la salle par coïncidence aujourd'hui un élu, mais le Douala, il est conseiller municipal. C'est un reprise. Voilà. Le conseiller, c'est pour bien entendu. Je crois qu'il y a quand même le nom. Et le trésorier national adjoint du MRC, Okala Ebole. Je dois vous dire qu'il y a d'autres cadres supérieurs. Je vais parler trop loin. Je présente juste un seul encore. Il s'agit de Maître Dubussier qui lui vient toute voix des doigts. C'est parce que je m'appelle possible. C'est bon? Avec ça, c'est bon. Moi-même, Sosten Meyer-Lipot, le conseiller du président, secrétaire national en charge de la communication. Nous allons faire cette conférence de presse avec vous, M. Matsogo. Il est le coordinateur numéro 2 au département communication. Juste bonjour, mon frère. Bien évidemment. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous avons abusé de votre temps. Toutes nos excuses pour cela. Nous avons voulu présenter aussi les membres du directoire pour dire que l'OMRC dit
s'il vous plaît, beaucoup sont en région, ou en province, ou en mission sur le terrain. Monsieur le Président, avec votre permission, pour cette conférence de presse très importante. Merci. Je voudrais d'entrée de jeu m'excuser au nom du directoire du MRC pour le retard avec lequel nous commençons cette conférence de presse. Mais vous avez tous été témoins des embouteillages qu'il y a dans la ville et surtout des intempéries qui s'abattent en ces derniers jours dans la ville de Yaoundé. Merci pour votre patience. Messieurs, mesdames et membres du directoire, messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, mes chers camarades, je vous souhaite à vous tous la bienvenue une nouvelle fois ici au siège du MRC. Cette conférence de presse se tient à un moment, notre secrétaire national de la communication vous l'a dit, très important de la vie de notre pays. Nous traversons des crises multiformes et la plus récente, c'est l'embastillement sans raison juridique du président élu Maurice Kamto, de ses alliés et de plus de 150 militants et même sympathisants ou autres personnes qui se trouvaient par hasard au lieu de l'arrestation du président Maurice Kamto, d'Albert Zongan et de Christian Penda-Epoka. Et si le Cameroun traverse cette crise qui est critique de son histoire, il faut dire que c'est à cause d'une grave crise politique qui est caractérisée par des atrocités d'une guerre civile sans précédent qui se déroule dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Et pendant ce temps, le régime dicte sa tyrannie cruelle au peuple camerounais, exsangue et sans aucune force. À l'évidence, notre peuple subit les affres d'un régime devenu impopulaire, qui est tous les jours plus cynique et odieux, qui a brutalement travaillé les Camerounais au rang de sujets passifs et sans droit. Aujourd'hui, le mouvement pour la renaissance du Cameroun prend ses responsabilités. Fort de sa place de leader conquise sur l'échiquier politique national, en considération de la majorité des voix que le peuple camerounais souverain a accordé à son candidat Maurice Kamto, lors de la présidentielle du 7 octobre 2018, le MRC, disais-je, marque son total désaccord avec ce régime de M. Biya, tout en s'indignant du sort qu'il inflige tous les jours à ce peuple pacifiste, pacifique, mais humilié et profondément blessé dans son orgueil propre. Il va sans dire qu'à cause du système odieux de malgouvernance mis en place par ce gouvernement qui s'accroche au pouvoir par tous les moyens, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, a le devoir de se ranger du côté des populations afin d'opposer une résistance digne de ce nom aux oligarques corrompus et irresponsables du système gouvernant actuel. Après avoir écouté les attentes légitimes des populations et consulté les organes de base du parti, le directoire du MRC a examiné les aspirations profondes de la base de notre grande famille politique élargie aux organisations alliées. En conséquence, face à la communauté nationale et internationale, le MRC entend dénoncer une nouvelle fois les dérives totalitaires du pouvoir et ses pratiques inhumaines.
Cette dénonciation se situe à plusieurs niveaux. 1. Le MRC dénonce la modification partielle et partielle de la Constitution du Cameroun et de la loi portant code électoral. Le régime ayant insidieusement et malhonnêtement opté d'organiser les élections régionales avec un collège électoral illégitime et complètement acquis à sa faute organisée, à travers des conseillers municipaux dont le mandat a été prorogé d'une année et qui auront le pouvoir de désigner pour les 5 prochaines années nos conseillers régionaux. Cela s'est passé en 2013 lors des sénatoriales et nous disons que nous nous opposerons comme il le faut à l'élection des conseillers régionaux avant l'élection des conseillers municipaux. Donc, le MRC dénonce toute tentative et honte d'organiser donc les élections au Cameroun avant la fin de la sale guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, meurtries et endeuillées. Mais comment pourrons-nous aller aux élections sereinement avec 500 000 réfugiés au Nigeria, avec autant de déplacés internes à travers le Cameroun? Comment pouvons-nous aller aux élections alors que tous les jours on subit des enlèvements, on subit des morts dans cette partie de ce pays qui est aujourd'hui mise à feu et à sang? Est-ce qu'on peut vraiment aller à une élection et dire que c'était une vraie élection? Le MRC dénonce la mise sur pied d'une machine de fraude électorale s'appuyant sur des procès-verbaux préfabriqués par l'État et des complicités ignobles auprès des administrations publiques. Mesdames et messieurs les journalistes, le MRC veillera, il veille déjà, toujours au bon respect des règles de la démocratie. Le pouvoir actuel s'en offusque au vu et au su du peuple camerounais et du monde entier. On est passé de ce que le président Kamto appelait une dictature reptilienne pour aujourd'hui passer à un État sauvage. Car cela nous tient tout en but, de façon ridicule. Le régime planifie des représailles contre le MRC et ses alliés. C'est donc à juste titre que le MRC dénonce à nouveau la conspiration de l'administration acquise au RDPC, en plus de la barbarie des forces de l'ordre contre le MRC et ses militants, le travail politique étant perpétuellement l'objet de sabotage des forces d'inertie du système de répression. En témoignent les interdictions systématiques de toutes les activités du parti, en procédant toujours à des arrestations arbitraires des militants et sympathisants sur l'ensemble du territoire national. Il n'a échappé à personne qu'il y a 2 semaines ou 3, le MRC voulait organiser une campagne d'adhésion massive au siège de son parti, dans un parti clôturé. Malheureusement, le samedi matin, on a trouvé sur place des gendarmes, des policiers fortement armés et qui ont fait interdiction d'entrer dans le siège du MRC, en violation totale de la loi sur les partis politiques qui préserve l'inviolabilité du siège d'un parti politique. Ils l'ont fait à Douala, ils l'ont fait à Bafoussa. Cela est intolérable. Nous avons saisi le ministre de l'administration territoriale, M. Atananji, par une lettre il y a 2 semaines, pour dénoncer ces entraves à l'exercice des droits politiques du MRC et de ses militants. Jusqu'à ce jour, ce ministre n'a pas cru devoir nous répondre. Mais c'est logique, puisque pour ce gouvernement, on ne parle pas aux citoyens ordinaires. Nous n'avons pas droit à les rencontrer. Nous sommes des moins que rien. Comment vont-ils répondre à une lettre du MRC quand elle dénonce ces entraves?
Le MRC prend à témoin le peuple camerounais tout entier et la communauté internationale quant aux violences perpétrées à l'encontre des militants et sympathisants qui exercent des droits civils, civiques, républicains. Pour le respect des règles de l'état de droit, le MRC, je tiens à le dire, et c'est l'objet de cette conférence, le MRC exige un dialogue inclusif qui permettra de mettre fin à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Ce dialogue est possible. Il est encore possible, mais le temps devient très court. Tous les jours qui passent nous éloignent d'une possibilité de dialogue. Mais nous pensons, nous, MRC, qu'avec les contributions que nous pouvons mener, ce dialogue peut être possible si ceux qui sont là aujourd'hui cessent leur arrogance et tendent enfin la main de manière sérieuse à nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. Le MRC réitère cette exigence quant à la libération sans conditions aucune du président élu Maurice Kamto, de ses alliés, vous les connaissez tous, des militants et sympathisants du MRC emprisonnés, je veux dire, embastillés, pris en otage dans différentes prisons de notre pays. Le MRC exige, une fois de plus, la révision consensuelle du code électoral avant l'organisation de toute élection dans notre pays, quelle qu'elle soit. Le LDPC demande très bien, avec une loi appliquée à l'Assemblée, qu'il est possible de réformer le code électoral et même le système électoral de manière entière. Le MRC a déjà proposé un texte de loi dans ce sens, et je pense que ce texte peut être ce qu'on appelle instrument laboriste, l'objet du travail qui pourra permettre, à partir de ce document, d'aller très vite et d'arriver à une réforme consensuelle du système électoral camerounais. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous exigeons de plus fort la révision consensuelle de ce code électoral et du système électoral tel qu'il est aujourd'hui au Cameroun. Nous observons que le RDPC a fêté son anniversaire le 24 mars dernier en occupant les voies publiques et les grands carrefours des villes et villages, la plupart du temps sans aucune demande, sans avoir reçu aucun récépissé, pour organiser librement des meetings sur l'ensemble du territoire national sans la moindre interdiction de quelque souverain que ce soit, sans la moindre intervention des forces de l'ordre ou des autorités administratives. C'est ça qu'on appelle deux poids, deux mesures. Un parti politique est interdit d'exercer une activité même dans son siège. Mais à côté, comme si il y a seulement des ordres, quand c'est le MRC, le RDPC lui peut organiser le 24 mars ce qu'il va organiser, je le répète, je l'ai vérifié la plupart du temps sans avoir déposé la demande exigée par la loi. À cet effet, nous demandons donc aux forces de l'ordre, aux autorités administratives, de garder le même traitement qu'a été accordé au RDPC le 24 mars dernier envers le MRC, mais également envers tous les partis politiques, parce qu'en fin de compte, nous, on ne se bat pas seulement pour le MRC, pour le Chapelle, nous nous battons également pour que les droits politiques soient reconnus à tous les partis politiques, légalisés au Cameroun de la même manière. Le MRC fait appel aux partis politiques de l'opposition et à la société civile pour une grande synergie d'action dans la revendication du respect des droits constitutionnels du peuple camerounais. Nous ne sommes pas en période de campagne, en tout cas pour l'instant. Mais nous pensons sérieusement que pour une fois, les partis d'opposition, quels qu'ils soient, s'ils sont sérieux, la société civile, tous peuvent se mettre ensemble pour défendre ce qui est le plus important pour le Camerounais, le droit
à l'expression, le droit de manifester, le droit d'exister même comme individu. Parce que voyez-vous, si on arrête les Camerounais sans aucun mandat, je disais tout à l'heure avec un gars qui est à la présidence principale, que je suis parti la voir, que souvent nous les avocats, nous disons à nos clients qui nous appellent que si on veut vous arrêter, exigez qu'on vous présente le mandat à partir duquel on vous arrête. Exigez que celui qui vous arrête puisse se présenter à vous comme la loi le demande. Mais que voulez-vous aujourd'hui? On arrête les avocats sans mandat. Cela veut dire que nous sommes en train de tuer même la profession d'avocat, de tuer celle de journalistes, si ces gens n'ont plus le droit de s'exprimer. Lors de l'arrestation de M. Zongan, de M. Kampou et de M. Ekoka, on a arrêté 2 journalistes camerounais connus. On les a envoyés à Yaoundé dans des conditions inhumaines. On les a gardés à vue. Et un ministre a dit qu'un journaliste n'a pas le pouvoir de faire son métier. Qu'est-ce qu'il faisait là? Comme si vous deviez vous rendre compte des événements qui se déroulent en étant dans vos chambres. Et il avait dit, ce ministre-là, que vos confrères vont subir les affres de la loi. Mais pour une fois, et ça petite les journalistes qui ont pu se mobiliser, on a pu libérer vos 2 confrères. Cela veut dire, j'ai appris le jour qu'on a pris une consoeur du journal Mutation chez elle sans aucun mandat. Voilà, personne n'est à l'abri. Et nous disons que nous devons nous mettre ensemble, nous tous, autant que nous sommes, jusqu'aux citoyens ordinaires, pour revendiquer le respect des droits que la Constitution du Cameroun nous accorde. À cet effet, nous allons instruire les responsables des structures de base du parti à déposer des déclarations de manifestation publique pour la journée du 6 avril 2019. Nous entendons le 6 avril 2019 mobiliser tous les Camerounais pour revendiquer le respect des droits constitutionnels qui sont les nôtres. Parce que autrement, si cela avait été fait, on n'aurait pas arrêté comme tous les siens. Mais c'est parce que nous avons tous renoncé à revendiquer nos droits qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans une grande insécurité. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, ce que nous voulions vous dire cet après-midi relativement aux entraves à nos activités, relativement à la position du MSC sur les élections à venir, relativement aux modifications annoncées du code électoral par le pouvoir de Yaoundé. Nous restons évidemment ouverts à toutes les questions, et bien je vous dis toutes les questions. Nous sommes prêts à y répondre sans détour et sans langue de bois. Je vous remercie. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les journalistes, vous l'avez suivi dans ce propos rural du vice-président. Je vous remercie pour la Renaissance du Cameroun. Elle réitère un certain nombre de positions de cette relative. On a abordé la question du respect des droits constitutionnels et républicains. Le vice-président a dénoncé certainement ce qui est en train d'être préparé, l'organisation des élections avec un code électoral qui a perdu toute légitimité et bien évidemment la libération des membres du territoire commençant par le président national, le président élu Maurice Kamto et tous les alliés du MRC et bien d'autres situations qui ont été observées. Certainement dans ce propos, mesdames et messieurs les journalistes, vous n'avez pas trouvé un certain nombre d'éléments de réponse. C'est pour ça que nous allons offrir cette phase d'échange questions-réponses. Vous allez vous présenter, vous donner le nom de votre organe. Vous allez poser votre question au vice-président qui prendra soin de la noter et de vous répondre. Nous allons y aller organe par organe pour travailler de manière structurée et ordonnée. Sans sous-estimer un organe ou prévaloir un autre, on lève tout simplement la main et je vais me donner le devoir de m'approcher de vous. Ange, on va prendre le micro. Voilà, merci.
journaliste à Canal 2. Monsieur le vice-président, vous avez dit que le MRC dénonce l'organisation des régionales avant les législatives et municipales et que vous n'acceptez pas cela. On se rappelle déjà que lors de l'élection présidentielle, vous avez dit la même chose, que vous n'acceptez pas l'organisation de l'élection dans un contexte sécuritaire qu'est celui des régions du nord-ouest et du sud-ouest, de l'extrême nord et bien d'autres. Mais après, vous êtes allé à l'élection. Alors, est-ce que vous n'êtes pas quelque part en train de jouer un tout petit peu avec les Camerounais? La deuxième question, vous dites le 6 avril 2019, vous allez organiser des manifestations pour revendiquer les libertés, les droits des Camerounais. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas constaté que les Camerounais sont un peu embastillés depuis leur fond intérieur? C'est-à-dire, il y a des appels pour revendiquer des libertés qui appartiennent à tous les Camerounais, mais ces Camerounais ne répondent pas à vos appels. Qu'est-ce qui cloche? Merci. On commence par là. Oui, merci M. Kanga de ces deux questions. Vous dites que nous avons déclaré, c'est vrai, que nous n'acceptons pas que les élections régionales se tiennent dans les élections municipales. Je tiens à vous préciser que si on veut être sérieux, le RDPC doit commencer à avoir un peu d'élégance. Ce parti se manifeste par une grossièreté absolument incroyable, un manque de fair play qui peut se prendre même un martien. Comment un parti politique qui se dit majoritaire, qui se dit prêt à gagner la majorité des élections municipales, des municipalités, peut-il organiser les conseils régionaux avant d'avoir renouvelé les conseils municipaux? C'est la tricherie. Non, je vais dire des mots forts. C'est une escroquerie politique que ce parti veut faire. Non, ce n'est pas admissible. Nous avons élu les conseils municipaux en 2013. Le mandat s'achevait en 2018. Il a été prorogé. Le plus logique, c'est qu'on renouvelle les conseils municipaux, qu'on ait la vraie photographie politique d'aujourd'hui avant de passer à l'élection des conseillers régionaux. C'est là évident pour tout le monde, et tout le monde le dit, sauf le NDPC, qui veut se targuer d'une majorité obèse qui est la sienne aujourd'hui pour aller ramasser des sièges qu'il ne mérite pas. Ce parti a peur de son peuple. Ce parti a peur de nous, de vous, parce qu'il sait très bien la sanction qu'il attend. Ah, il y a une sanction qui a déjà eu lieu en octobre dernier. Elle peut être encore plus grande aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Essayer de faire l'élection des conseils régionaux avant. Alors que depuis 1996, ils auraient pu le faire. On ne voit pas trop bien quelle est l'urgence subite qui a fait l'élection. Donc nous disons, nous affirmons, on est ferme dessus, que nous n'allons pas accepter cela. Mais vous dites qu'en 2018, nous l'avons dit pour la présidentielle, il ne semble pas qu'on l'ait dit. Nous ne devons pas d'élection. Nous avons toujours dit que le MLC ira aux élections. Nous l'avons toujours dit. Et pour la présidentielle, nous l'avons dit que nous irons à l'élection. Nous souhaitions évidemment qu'elle se tienne dans des conditions meilleures. Nous souhaitions que l'élection se tienne avec tous les Camerounais, y compris ceux du sud-est et du nord-ouest. Les chiffres officiels délégats nous disent qu'en octobre dernier, il y a eu 5% d'électeurs au nord-ouest et 15% d'électeurs au sud-ouest. 5%, vous vous rendez compte? Cela veut dire qu'en fait, que si on est sérieux, on comprend que le régime des de lui-même a déjà accepté la partition du pays. Parce que si une région entière a seulement 5% de personnes qui sont allées voter, on ne peut pas dire que c'était une réélection. C'était au nord-ouest. Au sud-ouest, c'était 15%. Et on sait très bien qui a voté là-bas. C'était les fonctionnaires.
c'était des militaires et des personnes qu'on a menées en charter. Personne n'allait voter dans ces deux régions. Est-ce que nous sommes sérieux nous-mêmes de faire l'élection des conseils régionaux alors que tous les maires de ces régions sont à Douala? Est-ce que vous le savez? Le maire de Buea vit à Douala. Tous les députés de cette région sont à Douala. Aucun ne vit là-bas, aucun. Tous les chefs des forces du nord-ouest, du sud-ouest sont hors de la région. Qui va aller voter? Donc nous disons qu'il n'est pas tout normal qu'on fasse des élections dans ces conditions. Et pire encore, qu'on commence par les élections régionales avant les municipales. Nous sommes très clairs dessus. Je réaffirme que nous nous battons du mieux que nous pourrons pour que cette infamie ne se produise pas. La deuxième question, vous dites que le 6 avril prochain, nous organiserons des manifestations pour dire aux Camerounais de revendiquer leurs droits. Pourquoi ils ne viennent pas? Mais M. Kanga, si vous avez assisté à l'audience de M. Kampo avant-hier et avez vu la situation sécuritaire qu'il y a dans la ville de Yaoundé, à la poste centrale, même à Essos, depuis là-bas, il y avait déjà des policiers, gendarmes armés partout. Les Camerounais ont simplement peur. Je peux dire que si notre police, nos gendarmeries se comportent comme on a vu en Algérie, je peux vous jurer qu'en une journée, nous mettrons tous les Camerounais dehors, en commençant par le village de M. Bia. Même si c'est vraiment sortir pour lui demander de faire. M. Bia, c'est très bien ce qu'il fait. M. Bia a instauré au Cameroun un régime policier tireur. Je lui dis à haute voix. Il a instauré chez nous la terreur. Les gens ont peur d'eux-mêmes. Ils ont même peur de sortir aujourd'hui. On a reculé de 50 ans. Nous sommes entrés dans une dictature médiévale. Et ce n'est pas tolérable. Mais il y a des gens quand même courageux qui continuent à se battre. Vous savez, M. Kanga, à l'heure je vous parle, je suis dans la liste noire de ce régime. Mon nom est à numéro 1. Mais je n'ai pas peur d'eux. Je leur ai dit. Je leur dirai toujours, c'est eux qui m'embastillent. Je n'ai pas peur de ça. Mais nous parlerons pourquoi. Il faut toujours qu'il y ait des morts pour que des personnes puissent vivre. C'est pour ça que le MRC se bat. Et que nos cadres, le président du MRC et nos alliés, je les ai vus en prison encore aujourd'hui, ils sont des morales exceptionnels. Parce qu'ils savent que sur le plan du droit, ils n'ont commis aucune faute, aucun crime, aucun délit. Donc ils sont, pour beaucoup, je vais dire même pour tous, ils se considèrent comme des martyrs de ce pays. Et que, en sortant de la prison très bientôt, ils devront au moins payer quelque chose pour que ce pays cesse d'être un pays de terreur, pour que notre pays revienne un pays de liberté. Si le 6 avril prochain, on nous donne des récépissés de déclarations de manifestation, et les structures n'interdisent pas ces manifestations, je peux vous dire qu'il y aura des millions de Camerounais pour demander que leurs droits civiques et civils soient respectés. Mais si les structures refusent de récépissés et que le 6 avril, on mette des gens cagoulés dans tout Yaoundé, il est évident que les gens ne sortiront pas parce qu'ils ont peur. Ils sont tétanisés par la peur et le régime de Yaoundé a pour principal pilier la peur. Il le sait. La peur est ce par quoi ce régime le tient. Je ne vais pas finir sans citer le président Kamto. Vous avez bien lu ce livre. Il faut d'abord que nous puissions conquérir ces bastilles qui sont dans nos têtes. Cette peur qui nous engage, cette peur qui nous tient. Quand nous la vaincrons, vous verrez quand vous serez en capacité de dire à cette dictature qu'ils en ont marre et qu'elle s'en aille. Et merci, je suis Serge Eric l'adjoint ministre en tout. Deux questions. La première, le MRC souhaite la modification du code électoral de façon consensuelle. Quels sont les points concrets que vous souhaitez justement modifier dans le code électoral, les différents amendements que le parti veut apporter à cette modification? Deuxième question, est-ce que l'on peut avoir la liste intégrale
des personnalités du MST qui sont interdites de sortir du territoire, parce que justement, ces derniers jours, vous avez, François Confinement fait mention de cet élément tout à l'heure, que vous-même vous êtes concerné. Est-ce que l'on peut avoir la liste intégrale des personnalités qui sont interdites de sortir du territoire camerounais du MST? Merci. Je vais commencer par la deuxième question. Je peux vous dire que j'ai vu de mes yeux la liste dans laquelle mon nom se trouvait. C'était au cours de l'audition de Maître Ndoki le mois dernier, quand il a été kidnappé, enlevé par des personnes, je ne peux pas vous dire si c'était des personnes, si c'était des militaires, des policiers ou des gendarmes. Maître Ndoki a été arrêté au poste frontière d'Idenao, où elle avait voulu faire un voyage de manière légale en compagnie de son mari, en passant par la police. Elle a été enlevée par 8 personnes qui étaient cagoulées. C'est le grand monde qui est le nôtre aujourd'hui contre lequel nous pouvons nous battre tous. La loi exige que pour être arrêté, celui qui vous arrête doit d'abord se présenter, vous dire son nom, son prénom, sa filiation, qui il est, vous dire dans quelle unité il travaille et vous présenter le mandat à vertu duquel il demande à vous arrêter. C'est ce que la loi dit. Mais dans le cas qui est le nôtre, on envoie des gens arrêter des Camerounais, toucher l'avocate, pas des personnes encagoulées. Donc elle ne sait même pas qui étaient ces gens. Ça aurait pu être des beaux-parents ou autre chose. Et dans la voiture, elle demande à ces gens, elle était menottée, vous nous amenez où mon mari et moi, on est dit, on ne sait pas. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est donc à Yaoundé, quand on auditionnait, qu'elle a demandé, comme avocate, à avoir le document sur la base duquel on a pu l'arrêter au sud-ouest pour la mener à Yaoundé. Donc la police lui a présenté ce message porté, signé par la police camerounaise, dans lequel il y avait exactement, je crois, 10 noms, au rang desquels il connaît ça. Et moi-même, je peux vous dire, dans les termes, sont les 2 personnes non encore arrêtées. Tous les autres sont déjà en prison. Et elle a demandé à ces gens, mais est-ce qu'on arrête les gens sur la base d'un message porté d'interdiction de sortie du territoire national, qui de surcroît n'a jamais été notifié, parce qu'il faut bien qu'on s'entende. Ce document, je l'ai vu acheter là-bas comme avocat de Maître Ndoki, mais jusqu'à l'heure qu'il est, il n'a pas été notifié. Et ce document ne porte aucune mention des raisons pour lesquelles on nous interdit de quitter le territoire camerounais. Aucune mention des raisons. Pire, on a écrit qu'on interdit de sortir du territoire des activistes politiques. C'est l'expression employée. Et je me suis dit quand même, si on est vice-président du MRC, trésorier du MRC, un parti qui a été aux élections, déclaré deuxième aux élections présidentielles, qu'on considère ces militants, ces hauts cadres comme des activistes politiques, je comprends les idées, je comprends comment le parti au pouvoir, qui n'a jamais accepté qu'il y ait un petit baptisme, qui subit en fait, qui accepte malgré lui la concurrence, je comprends comment eux, ils nous traitent, activistes politiques. Donc, sur la liste que j'ai vue, il y avait dit. Et ces noms, vous les connaissez, c'était Alain Fourguet, Frédéric Ringuet, Pédé Boucard, Célestin Jamais, Maître Ndoki elle-même, évidemment. Maintenant, est-ce que c'est la seule liste qu'il y a? Je ne saurais vous dire. Parce que j'imagine très bien que si je n'étais pas allé ce jour à la police, je n'aurais pas pu savoir qu'il y a une liste dans laquelle mon nom se trouve. Donc il est possible qu'il y ait d'autres listes comportant d'autres noms, puisque ne notifie pas aux personnes concernées les messages portés d'un interdisant de sortie du territoire. Voilà ce que je peux dire sur celles que j'ai vues. Pour les autres, je ne les ai pas vues, mais j'ai bien le sentiment qu'elles doivent encore exister. Le plus dramatique, je pense, je vais finir par là sur cette question, c'est que on est dans l'état sauvage dont j'ai parlé maintenant. C'est-à-dire qu'on prend un test contre vous. On ne vous dit rien.
Si j'étais à l'aéroport de Yaoundé ou de Douala pour un voyage professionnel à l'étranger, ou même dans le cadre du parti, on aurait dit, ah, maîtrise, il voulait fuir. C'est ce qu'on a jamais compris, qu'elle voulait fuir. Elle voulait fuir quoi? Dès lors qu'il n'y avait contre elle aucune plainte, contre elle aucune convocation, aucun mandat, aucun avis de recherche. Mais on dit qu'elle voulait fuir. Elle voulait fuir quoi? On peut dire qu'on fuit, c'est un mandat contre vous et que vous le savez déjà. Mais quand il n'y a rien contre vous, vous ne fuyez pas. Et elle a dit à ces gens, maintenant je suis au courant de ce qu'il y a un document qui m'interdit de quitter du Cameroun, et bien, je ne sais pas combien. Mais non, voilà bien Yaoundé, pour lui opposer des infractions que vous connaissez tous. Donc, c'est les tests que je vais parler maintenant. Sur les points concrets sur lesquels le MRC exige la révision du système électoral. Je vais, M. Bikoy et vous autres, vous inviter à lire. Et la loi camerounaise qui régit l'Assemblée dit que quand une proposition de loi est déposée par un député, il faut que plus tard, à la 3e session, ce texte soit examiné à la commission des présidents. Mais, vous rendez-vous compte, ça fait déjà 3 ans et demi, plus que ça, que nous avons déposé ce texte-là. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été examiné par cette commission-là pour savoir même si le texte est recevable ou s'il est recevable. Et là encore, voyez-vous, c'est l'État du Cameroun qui est devenu l'État voyou, qui est le premier à violer ses propres lois. Donc, je vais être assez rapide là-dessus également. Le MRC demande beaucoup de choses. La première, c'est qu'on mette en place un organe électoral vraiment indépendant. Parce que l'État ne peut pas être indépendant. L'État en place sa composition et le mode de désignation de ses membres et de son président ne le peut pas. Quand M. Biya, qui est président de la République, qui est candidat et à l'élection, nomme des gens à l'État, ces gens lui doivent absolument tout. Ah, je vais vous dire. Et il y a un, M. Sosé-Eric, c'est un type de mon village. Voyez-vous, il finance le RDPC à Yengui dans la journée. On tient des réunions du RDPC chez lui dans la journée et la nuit. Il donne l'argent d'épargne du RDPC à Yengui la nuit. Et là, dans la journée, il vient il dit qu'il est directeur délégat. Évidemment, on n'attend pas grand-chose d'une telle personne, malheureusement. Donc, il faut mettre en place un organe par un délégat, une commission électorale nationale indépendante, qui comporte donc des représentants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, qui comporte la société civile, qui comporte les leaders des principales églises, qui comporte l'administration camerounaise. Ça permet d'avoir un collège dans lequel tout le monde est représenté. C'est ce qu'on a fait au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Et même au niveau du bureau de vote, dans des commissions locales, c'est ce qu'on fait. Au niveau local, tous les partis sont représentés, en tout cas ceux qui ont des candidats. Mais au niveau national, on dit non, il n'y a que Paul Biya qui peut nommer ces personnes-là. Je pense qu'il faut revoir tout cela. Il y a également l'autre organe qui est le jumeau de l'État, qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Tout le monde a vu la danse du canard de M. Atanda Clément, le jour qu'on l'a nommé. Cet homme, comme disait Philippe, a retrouvé l'énergie pour danser comme un gosse de 2 ans. Et est-ce qu'on attend de cet homme-là qu'il soit en capacité de rendre justice quand il est saisi? Vous l'ignorez sûrement. Pendant le contentieux électoral, le ministère du Marché public a publié un texte qui donnait droit au président du Conseil constitutionnel, donnait droit à ce président à une maison évaluée à 200, je crois bien 7 millions. Une seule maison pour le président du Conseil, alors que le Conseil ne n'a pas de siège. Donc on préfère d'abord construire la maison du président du Conseil avant de construire le siège du Conseil lui-même. Le Conseil squatte les locaux auprès des congrès. On a trouvé une salle pour faire des audiences. Voyez-vous donc, on aura attendu qu'on construise d'abord le siège du Conseil constitutionnel, qui devait être un siège connu, bien beau, mais non, on dit à M. Atanda Clément, vous aurez une belle maison, et dès qu'on lui a dit ça, il est évident qu'il a fait ce qu'il devait faire l'autre jour. Et on lui dit également que ce mandat, c'est 6 ans
éventuellement renouvelable. Ça veut dire quoi? Et si vous dites que M. Biya est vainqueur, vous pourrez, dans 6 ans, revenir. La mesure première disait que c'était un mandat de 9 ans non renouvelable, ce qui donnait au conseiller constitutionnel et à son président une liberté d'action. Mais dès lors que ces mandats qu'on peut renouveler à la guise de celui qui est non, qui est candidat, il est évident que ce n'est pas gérable. Le système doit être notifié sur ces points-là et que les personnes qui sont nommées soient proposées par d'autres organes et non pas seulement par le président lui-même, qui par ailleurs est président du parti politique. Et ça ne coûte rien, parce que nous disons que l'on fait des réformes qui n'ont pas un impact quelconque sur le budget du Cameroun et qu'on peut donc faire très facilement. On a demandé qu'on ramène l'âge électoral à 18 ans. Mais ça, beaucoup de gens me demandent depuis toujours, on ne pense pas qu'on puisse le faire. On demande qu'on ramène le découpage électoral tel que la loi le prévoit. C'est-à-dire qu'il faut que les circonscriptions électorales soient coupées en fonction des populations qu'il y a dans les zones. On a pu remarquer par exemple que dans le sud, il y a des départements qui ont droit à 4 députés, alors qu'ils ont 300 000 habitants, alors qu'ailleurs, il y a 4 millions d'habitants, mais il y a seulement 9 députés. Donc il y a là un déséquilibre dans le découpage des circonscriptions. Il faut revenir dessus. Il y a des choses même plus simples, qui sont même plus mécaniques. Je vais finir par là parce qu'on pourrait y passer la nuit et la journée prochaine pour payer les cautionnements au municipal. On vous demande que chaque candidat doit aller payer sa caution. Donc quand on va, et mes camarades peuvent vous dire la souffrance qu'on a eue, quand on va aux impôts pour payer les cautionnements, pour Yaoundé les 4 par exemple, il y a certains conseils municipaux. Il faut payer pour chaque candidat une caution. Et ces candidats se désistent. Il faut recommencer à zéro. Bon, on peut faire très simple. On demande à chaque parti de payer pour la liste, puisqu'on est en scrutin de liste. Ça aide à payer pour 61 ans. Et à l'intérieur de la liste, le parti peut, s'il y a un désistement ou un mort ou un malade, le remplacer simplement. Donc, c'est des choses qui sont très simples à faire. On demande à ce régime, mais il refuse de le faire. Donc, M. Lecoy, pardonnez-moi, je vais vous envoyer simplement une nouvelle fois ce document, qui est un document très complet et dans lequel nous avons proposé les modifications électorales que nous prenons utile. Évidemment, l'élection à 2 tours présidentielle, mais ça, bon, évidemment, M. le secrétaire général, tout le monde le sait, l'élection à 2 tours, parce que si le président est élu à 25%, c'est pas normal. Donc, ça, c'est des réformes sur lesquelles je pense que vous tous, on n'a pas besoin de répéter. Une autre question, deuxième. Oui, excusez-moi, je suis Paul Chouta, le promoteur de la page Le TGV de l'info et journaliste pour le site d'information Cameroun Web. J'aurais certainement 3 questions, notamment, je vais revenir sur la question du 6 avril. Pour ceux qui ont une mémoire fraîche, c'est une date entre guillemets historique pour le Cameroun. Ça fait 35 ans aujourd'hui, et dès lorsque M. Biya a pris le pouvoir, on nous a fait savoir qu'il y a eu un coup d'État contesté par certains. Pourquoi avoir choisi cette date -là? De deux, je veux revenir sur la question qui ne cesse d'animer les chaumières, notamment celle d'une quelconque dissolution du MRC qui se trame au sein du régime. Et quel est le commentaire que vous faites à ce sujet? Et deux, aujourd'hui, il s'avère comme un crime d'appartenir au MRC. Et je vais évoquer ici un cas de ressort d'un enseignant de philosophie au lycée bilingue de Mindon qui a proposé un sujet aux enfants de la classe de terminale C et D, et qui tout simplement s'est vu radier de ce lycée par le proviseur. Et je vais également parler de ces jeunes qui décident de faire des investissements humains dans plusieurs villes qui sont embastillées, enfermées. Est-ce à dire qu'aujourd'hui le MRC est indésirable au Cameroun? Quel est le commentaire que vous dites à ce sujet? Merci. Oui, merci, M. Chouta. Votre question est, je voulais dire, amusante, mais en réalité, le 6 avril, c'est une coïncidence. Le 6 avril 1984, il y a des gauchistes qui ont voulu remplacer le régime de M. Biya
Cette date est une pure coïncidence. Par contre, je vous exhorte à aller lire le discours de Saint-Luther. Allez lire le discours du 6 avril 1984. Vous aurez l'impression que ces gens étaient en 2019. Lisez-le. Il parlait déjà de la corruption. Il parlait déjà de détournement des données publiques, comme si les gens voulaient s'enrichir rapidement et partir ailleurs en 1984. Quand on voit le résultat aujourd'hui, quand on apprend que des ministres ont détourné des milliards et des milliards en dizaines, on se demande comment ces jeunes gens ont pu être visionnaires. Sans être partisan du coup d'État, mais je dis que relire ce discours nous donnera à réfléchir. Donc, le 6 avril, nous comptons demander aux Camerounais de reprendre leur destin en main, de se réapproprier de leurs droits civiques. C'est tout ce qui leur reste. Ils n'ont pas déjà les besoins qu'on leur a promis. M. Biya dit qu'il voudra laisser à son pays la prospérité. Prospérité, tout le monde sait très bien que c'est raté. C'est raté définitivement. Eux-mêmes le savent que c'est raté. Ils nous ont dit que c'est en 2035 qu'on pourrait voir. Donc c'est raté. L'autre chose, il disait qu'il veut laisser à son pays la démocratie. Mais ça, M. Biya n'a pas laissé la démocratie. C'est à nous-mêmes de la conquérir. C'est à nous-mêmes, c'est à personne d'autre. Messieurs, mesdames, si quelqu'un vous empêche d'entrer chez vous, dans votre maison, et que vous acceptez, vous, de dormir dehors toutes les nuits, dans les intempéries, eh bien, c'est à vous qu'on doit donner un blanc. Et non à celui qui vous empêche d'entrer chez vous. Il faut se battre pour arracher des droits communs. Donc, je dis, pour la démocratie, nous avons commencé à acquérir, à arracher de côté certains droits en 90, pendant que certains marchaient les armes en main, les machettes en main pour dire non, le multipartisme, nous nous battions jeunes gens à gloire pour faire des cartons rouges, des cartons jaunes, des villes mortes, pour pouvoir aujourd'hui avoir ces quelques pouvoirs. Mais ces droits qu'on a pu acquérir dans ces années 90, le régime de M. Biya est en train de les reprendre au point qu'on arrive à la question 3 que vous posez sur le fait que aujourd'hui être militant de l'MRC, il faut avoir le courage. Moi, les gens me disent, j'ai encore reçu aujourd'hui du Canada un message d'une de mes filiales qui me dit, tonton, il faut faire attention. Je dis, à quoi? En faisant comment? Mais elle n'est pas tort en fait, parce qu'on peut m'arrêter en sortant d'ici. Parce que j'ai dit ce que j'ai dit, sans aucun mandat. On peut très bien le faire. C'est le pays dans lequel on est aujourd'hui et c'est contre ça que nous battons. Il ne faut pas que les Camerounais qui ont choisi un parti politique soient menacés dans leur chair parce qu'ils ont fait ce choix. Il ne faut plus, malheureusement, oui. C'est le cas aujourd'hui. On a vu dans la semaine de la femme des militants de l'MRC aller curer les caniveaux à Mokolo. On les a arrêtés. On les a arrêtés. On les a traînés à la police parce qu'elles faisaient la propriété. Et il y a quelques jours encore, à Yaoundé des caches en Como, les jeunes de l'MRC sont allés faire la propriété. On les a arrêtés parce qu'ils font la propriété. On veut comprendre. Les villes sont sales, les gens se lèvent pour les rendre propres. Et on menace ces gens. Je ne comprends rien à cela. Moi, je veux comprendre. À l'époque de mon père, il me disait que on leur exigeait chacun de balayer devant chez lui du fichier. Sinon, vous aviez une amende. Maintenant, les gens défrichent et ils ont une amende, ils sont menacés pour avoir des fichiers. Voilà le pays dans lequel M. Biya nous ramène. Mais ça, ils le font parce que c'est les gens du MRC. Parce que ça va très bien. Qu'est-ce qu'ils nous laissent faire? On donnera l'exemple de ce que ce pays sera demain. Le candidat Kanto avait dit devant ce pupitre à l'époque que s'il avait président de la République, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va peindre toutes les maisons en blanc au bord des routes camerounaises. On va tout nettoyer, enlever les ordures, peindre en blanc de telle manière que celui qui est parti il y a 1 mois et demi ou 2 mois, quand il revient, il se dise, mais je suis dans la ville blanche, à Bafoussable, à Yaoundé, à Bambaro, à Douala. Donc redonner l'éclat à notre pays. M. Biya nous a laissé dans la saleté totale, dans tous les quartiers, c'est comme ça.
les ordures viennent titiller nos portes. Et on nous interdit d'enlever les ordures qui sont devant nos portes. Voilà ce que le monsieur Biya et ses amis veulent nous imposer aujourd'hui. Et c'est à nous. Ou nous plions les chiffres, nous courbons la tête et on se laisse marcher dessus. Ou alors on dit, on est prêt aux actes suprêmes pour que notre pays ne vive plus jamais ça. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des menaces. Et je vous ai dit, je vous ai vous l'aurez tout à l'heure, si nous ne l'avons pas. J'ai écrit moi-même à M. Atananji, j'ai déjà dit cela, pour m'insurger au nom du parti. Bon, je sais pratique, qu'il nous ramène 50 ans en arrière, qu'il nous ramène à un endroit où on ne pensait plus être. Je n'ai jamais imaginé qu'on arrêterait un leader politique pour avoir simplement revendiqué sa victoire. Et M. Payot le fait en RDC sans être inquiété. M. Sissé le fait au Mali depuis un an et demi, les gens marchent sans être inquiétés. Et au Sénégal, le jour, les opposants de M. Macky Sall ont dit qu'il ne connaissait pas sa victoire. Il a tendu la main. Mais au Cameroun, dire que M. Biya n'est pas vainqueur est devenu un crime. Dire qu'il y a un hold-up est devenu un crime. Parce qu'ils nous disent qu'on peut tout dire, sauf de dire qu'il y a un hold-up. Pourquoi? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation de recul démocratique, d'une dictature qui est devenue plus féroce et plus sauvage. Et je pense que là encore, on se battra pour que cela s'arrête. Et on prendra témoin en eux-mêmes, en leur demandant de se lever pour défendre leur droit. Sur le deuxième point, la dissolution du MRC. En réalité, ce qu'ils font là, c'est quoi? Quand les gens arrêtent le président Kamto, le président du parti, arrête M. Fouquet, qui lui n'a jamais été à la marche, pendant 2 jours, M. Fouquet se battait pour faire libérer nos militants pour cela certains. Pendant 2 jours, il a fait libérer près de 30 militants, M. Fouquet. Et c'est le lundi 28 à 16h qu'on l'appelle au téléphone pour dire le professeur venez au commissariat central pour 3. Je l'ai accompagné moi-même. On nous a mis tous les deux dans une voiture de police, Fouquet et moi. Pourquoi on dit après qu'on m'a arrêté parce qu'on nous a mis dans une même voiture, encadré par des policiers. On allait à la police judiciaire et il est temps, on lui a signifié qu'il est gardé à vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais on l'arrête parce qu'il est prisonnier du MRC. On essaie de décapiter la machine. Mais voyez-vous, la même réponse qu'on leur fait, c'est que nous disons, on organise les adhésions massives. Malgré le fait qu'on a arrêté 150 personnes, nous avons eu à voilà, en une seule année 3500 personnes qui sont venues dans leur carte de MRC. Et même, dans le transport, que partout dans la ville, et même depuis loin, sont venus payer leur carte d'adhésion à MRC. 3500 personnes. Et c'est ça qui les inquiète. D'ailleurs, on a eu, je crois, 1000 et poussières par une interdiction qui avait été faite. Oui, monsieur, à Bafoussam, ils ont encerclé le siège du parti pour l'éviter, pour empêcher les adhésions massives. Donc c'est ça. Quand ils arrêtent la tête et ils coupent la tête, mais ils se rendent bien compte que derrière, c'est comme une pieuvre, elle est en train de grandir. C'est ça le MRC. Donc si on arrête 10 personnes, et il y a 2000 qui vont s'inscrire. Si on arrête 1000, il y a 20 000 qui vont venir. Donc, il faut qu'ils sachent même que ça ne sert à rien de continuer à faire ce travail macabre, de continuer à faire cette sale besogne contre nous. Donc, effectivement, nous avons appris de sources assez bien informées que le plan d'origine, c'était de dissoudre le MRC. Mais ce sont dit sur dissoudre le MRC, quand on reviendrait avec ces gens, une nouvelle fois, ces avocats, devant la juridiction compétente, pour démontrer aux du monde que c'est une pétition qui n'est fondée sur rien, parce qu'on n'a rien fait de mal. Donc, ils se sont dit, dissoudre le MRC, ils vont se battre en droit, c'est leur domaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont préféré plutôt arrêter les leaders, les mettre en prison, en se disant comme ça le parti est mort. Mal leur en est pris. Je peux vous dire aujourd'hui, sur le plan judiciaire, sur ce volet, le président Kamto a demandé au juge militaire de statuer d'abord sur sa compétence. Parce que pour nous, ce juge militaire n'a pas de compétence pour juger des personnes civiles. Ça fait un mois que Kamto a été appelé devant ce juge. Et depuis lors,
on a encore appelé personne parce qu'eux-mêmes sont pris à leur piège. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour sauter cet argument en béton que nous avons refusé? Comment ils vont faire? S'ils veulent se déclarent compétents, mais non pas savoir ce qu'on fera à ce moment-là. Le monde entier les regarde. Le monde entier les regarde. Des traités ont été signés par le Cameroun qui interdisent qu'on juge un civil devant un tribunal militaire, quelle que soit l'infraction commise par le civil. Et nous avons ratifié ces accords. La Cour suprême elle-même a dit que ces conventions internationales sont au-dessus des lois du Cameroun. Si une loi camerounaise dit que le civil va le tribunal militaire, cette loi est une loi qu'on appelle chez nous une loi non écrite, parce qu'elle est contraire à la Convention internationale, et dans ces cas, c'est la Convention internationale qui va primer. Donc, cette question du préalable de la compétence a été posée par le président Campo. Et nous attendons fermement comment ils vont faire pour la sauter. Quand ils vont faire avec les 150 personnes inculpées, qui elles ne viendront pas d'abord au tribunal, parce qu'elles vont dire au juge, répondez d'abord à la question préalable. Voyez-vous? Donc, je pense que l'intelligence pour le parti au pouvoir, c'est de laisser vivre le MRC. Mais voyez-vous, mes chers amis, sachez-le, toutes les fois qu'ils essaient de nous faire du mal, ça se retourne toujours contre eux et c'est à notre avantage. C'est pour ça que l'embastiment de leader ne nous fait pas peur. Au contraire, c'est pour nous une raison d'être encore plus déterminés, plus forts et plus engagés qu'avant. Une petite dernière question. Merci. Je m'appelle Innocent Gachou, Radio Info 6. Monsieur le vice-président, vous avez dit que vous allez déposer des demandes pour la marche du 6. Et si ces demandes sont refusées, est-ce que vous allez marcher? Et je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Il se dit que la présidence a envoyé des émissaires pour négocier la libération du président national du MRC. Qu'en est-il exactement? Merci. Bien, je voulais qu'on commence par, voyez-vous, par des questions sémantiques. Nous devons nous tous nous rendre compte que tous les jours, nous aidons le pouvoir de M. Biya à nous traiter. La loi camerounaise ne parle pas de demande. Ce n'est pas une demande qu'on fait, c'est un droit constitutionnel de manifester. Alors, la demande simplement que nous puissions déclarer, pour des raisons évidentes de sécurité, d'organisation administrative. Parce que si, par exemple, le MSC veut faire une marche au marché d'Odja, le 22, le 6 avril, par exemple, et qu'en même temps, le MSC veut faire une marche le même jour, à la même heure, au même endroit, il y aura un problème. Donc, on déclare pour que le comité administratif puisse savoir comment organiser tout cela. Simplement, c'est une déclaration. Et dès qu'on déclare, la loi exige au fait de donner immédiatement un récépissé. Ce n'est pas un privilège qui nous donne en le faisant. C'est une obligation. C'est écrit doit remettre immédiatement un récépissé dès qu'on déclare. Et son rôle, en fait, c'est quoi? C'est d'encadrer les manifestations, les réunions. C'est son rôle. En disant, non, MRC, SDF est déjà au marché de Dja, vous allez faire sa vidéo à Tropicana. Voilà son rôle. Ou de changer la date. Mais qu'est-ce qu'ils font désormais? Ils interdisent systématiquement. Or, on dit qu'ils doivent interdire en cas de circonstances graves. Mais il y a eu quoi de grave avant? Il faut au moins qu'il y ait un précédent en matière de droit dans la jurisprudence. Et il y a une gravité ou un risque d'atteinte de l'ordre public. S'il y a déjà eu une atteinte préalable, là on va dire qu'il y a un risque d'atteinte de l'ordre public. Mais il n'y a rien eu avant. M. Chatou venait chez moi un jour et je dis n'entrez pas, il y a un risque d'atteinte à l'ordre public dans ma maison. Vous n'y avez jamais été avant. Sur la base de quoi je me fonde pour dire une chose pareille. Donc les préfets ont décidé, mais systématique, d'interdire toute réunion, manifestation, dès lors que c'est un parti autre que le parti au pouvoir qui l'organise. C'est ça la question. Donc, c'est dans les demandes on dépose des déclarations parce qu'on a un parti républicain. Et vous demandez que si on refuse, ils n'ont pas refusé.
quel droit il doit refuser que nous puissions exercer un droit qui nous est reconnu par la loi suprême et par les conventions internationales. Quel droit? C'est à eux de nous expliquer pourquoi ils refusent. Donc, en ce qui nous concerne, je considère qu'ils ne vont pas interdire. Donc, les gars seront prêts. Et si ils interdisent, ça veut dire qu'ils interdisent ce qu'on leur interdit même interdire. Donc, c'est eux les porteurs de troubles, ce n'est pas nous. C'est à eux de rendre compte. Dans le 6 avril, nous déposerons déjà dans des délais nos déclarations de manifestation publique et on attendra qu'on les récépissé des sous-préfets et on attend tout simplement qu'ils puissent encadrer nos manifestations, tout ce qu'on a. Sur la deuxième question, mais je l'ai lu comme vous, qu'il y aurait eu une rencontre secrète entre le président élu, Maurice Kamto, et un émissaire du président Chebia à la cour d'appel du centre le 26 mars dernier, c'est-à-dire mardi. Lorsque le président Kamto arrive à la cour d'appel, dans une camionnette blanche du prison principal, ce gars se stabilise devant, pour ceux qui connaissent ce tribunal, devant la grande salle d'apparat de la Cour suprême. Et je suis par hasard à ce moment-là devant cette salle. Je vais aller vers lui, je suis déjà en robe d'avocat. M'étonner que, alors qu'il devait être 7 à passer à la cour d'appel, on l'a amené lui seul dans le cas. Lui seul. Donc, je me suis étonné et je lui ai demandé, il m'a tiré la vitre. Le président, qu'est-ce qui se passe, vous êtes seul? Il me dit, je ne sais pas. Tout le monde était habillé, il était prêt. On m'a dit que je viens d'abord seul. Voilà, puis je suis entré. On m'a amené seul. Je dis, pourquoi? Donc, on s'est parlé pendant qu'il était dans le cas. Après 5 minutes, on a ouvert le cas pour qu'il aille dans une salle où il devait attendre le début de son audience. Je me suis donc déplacé pour aller vers la portière de ce gars. Et dès qu'il descend du car, je lui serre la main. Et on va tous les deux, je lui indique la salle dans laquelle on est 5 ou 6 et nous retrouvons dans cette salle. Après, je crois 10 minutes, on vient l'appeler pour lui écouter d'ailleurs le bureau de ce dossier-là. Et nous sommes allés ensemble dans le bureau de ce juge qui était à 1 mètre pratiquement de la salle dans laquelle le président Kamto était. Et dans la salle, dans le bureau de ce juge-là, il lui a dit que le dossier n'est pas en état et qu'il va pouvoir le renvoyer. C'est ce qui a été fait, ça a pris moins de 5 minutes. Et je l'ai accompagné moi-même dans le cas et il est parti à la prison principale. C'est ce cas qui ramène les autres accusés après, les autres détenus après. À quel moment il y a eu cette négociation? Je ne saurais vous dire, à moins que le Saint-Esprit ne soit venu invisiblement lui parler, mais non, il n'y a pas eu une telle chose, j'étais présent, je peux en témoigner personnellement, il n'y a pas eu de rencontre pareille. Et s'il y en aura eu, dans tous les cas, vous le saurez, soit avant, soit pendant, soit après, mais dans tous les cas, nous remercier. On pourra vous le dire, c'est nécessaire, on le dira, quand ce sera nécessaire. Donc ce jour-là, je peux vous affirmer, parce que j'étais là, il n'y a pas eu de négociation entre un quelconque émissaire de M. Bia et le président élu Maurice Kamto. Bien voilà, je voudrais... Mais je vais terminer peut-être par là avant que l'autre question ne vienne, que nous avons exigé que, mais c'est pour vous qu'on le fait les journalistes, qu'on les tienne toutes les audiences de nos leaders dans les bureaux des magistrats. Les audiences sont publiques. Les décisions sont rendues publiquement au nom du peuple camerounais. Si on estime que nous avons commis des crimes, eh bien qu'on nous juge devant le peuple contre qui ces crimes ont été commis. Les avocats l'ont dit à ce juge. Nos clients ne lui ont réitéré. Et s'il veut nous juger dans les bureaux, eh bien nous dirons pas là-bas. Être jugé à huis clos. C'est terminé. Ces affaires où on savait, dans un bureau d'un juge, pendant des heures et des heures,
Ce que nous, on va dire pour nous défendre, comment vous le saurez? Il faudra que M. Sim vienne à la télévision après faire une interview de 2 minutes pour telle ou telle chaîne de télévision. Bon, si vous-même vous y êtes, vous témoignerez avec vos propres mots de ce que vous aurez vu et non pas avec les mots de l'avocratie et qui plus est, vice-président de l'MRC. Voilà, donc nous avons demandé cela, que ces audiences se tiennent en audience publique, que nos clients détenus soient entendus publiquement et que le peuple camerounais puisse en être informé par vous qui êtes en charge de ce travail-là. Et à l'audience du mardi 2 avril, nous allons commencer par ces préalables, exiger que cette audience soit publique, faute de quoi, eh bien, on a dit au juge, nos clients ne se feront pas entendre à huis clos. Eh bien, voilà, on va faire les dernières questions. Oui. Est-ce qu'il y avait un point de doigt derrière? C'est la dernière. Ouais. Je suis Jérôme Fonjo, je travaille pour l'ATM. Alors, vous avez évoqué les audiences. On aimerait savoir à quel niveau se situe l'avancement du dossier de l'affaire Camto, ses alliés, les militants qui ont été en Bastille sur le dossier. Bien, c'est une question vraiment technique. Je vais vous dire, et il faut comprendre très bien, parce que souvent, mais c'est normal, on est un peu perdu dans ces détails des procès. Dans l'affaire Camto, il y a eu 3 volets. Le volet numéro 1, c'est celui des personnes qu'on a arrêtées à Yaoundé et qu'on a jugées il y a 2 semaines, je crois, au tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, statut en matière correctionnelle. Ils ont été jugés, ils ont écopé de 12 mois d'emprisonnement ferme pour 26 d'entre elles. 11 ont été relaxés au bénéfice du doute et 26 ont été condamnés à 12 mois de prison ferme. Pour ce volet, nous avons interjeté appel immédiatement à la Cour d'appel du centre pour contester cette décision, qui était une décision absolument inique, parce qu'on a mis en prison des gens qui étaient à la marche, alors que d'autres avaient été remis à la liberté le même samedi. On ne comprend pas. Deuxième chose, on les a condamnés pour 2 infractions, attroupement et manifestation publique. Ce n'est pas possible en droit. Donc, pour l'attroupement, ça veut dire que vous avez formé un attroupement physique statique à un endroit. On vous dit ne restez pas là, déplacez-vous. C'est un attroupement. Et manif, elle, dans le sens, comme c'était une marche. Donc, on dit à la fois que les gens